Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de notre podcast Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est fièrement sponsorisé par ThinkPub, la régie publicitaire, et produit par Urban FM, la station urbaine. Pour mémoire, notre podcast donne la parole à des experts qui nous éclairent sur des sujets spécifiques, démystifient les informations et éliminent toute déformation qui pourrait altérer notre compréhension d'une situation donnée. Vous pouvez écouter notre podcast sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts ainsi que sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Aujourd'hui, je vous invite à discuter de religion avec moi. La religion tient une place significative dans la vie des Gabonais. La pluralité des croyances présentes traduit bien la coexistence harmonieuse qui existe entre ces différentes confessions religieuses. La religion chrétienne, quant à elle, occupe une place prédominante dans cet univers et on parle de près de 75% de la population gabonaise qui se déclarerait chrétienne. Les prêtres, nous les connaissons, car nous les côtoyons lorsque nous allons à l'église et même en dehors de ces lieux saints. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé comment l'on devient prêtre ? Et en tant que prêtre, avons-nous le droit de nous engager pleinement et de manière dynamique dans la vie de la cité ? Voici quelques questions qui vont rythmer ma conversation avec mon invité de ce jour. Monseigneur, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, ça va bien, ça va. Alors, Monseigneur, nous allons commencer. Je sais qu'en introduction, je disais prêtre et je vous appelle Monseigneur. Quelle est la différence en réalité, si différence il y a ? Bien, mais alors je suis prêtre de l'Église catholique, apostolique et romaine. Et on m'a donné le titre de Monseigneur. D'accord, c'est un titre. C'est un titre. Par contre, je ne suis pas évêque. D'accord. Parce que l'évêque, c'est celui qui dirige un diocèse. D'accord. On a, à partir de certaines fonctions, le titre de Monseigneur. Et moi, j'ai été, il y a quelques années, vicaire général du diocèse OIM. Mm-hmm. C'est à partir de cette nomination que j'ai reçu le titre de Monseigneur. Qui peut, en principe, qui n'annihile pas non plus l'ancienne appellation. Moi, je me fais bien appeler l'abbé, ou bien mon père. Ça gêne pas du tout. Justement, est-ce que vous pourriez me parler de vous ? Quand avez-vous reçu l'appel ? Parce qu'on dit que l'on reçoit l'appel et comment est-ce que cela s'est passé ? Alors, je vais surprendre tout le monde parce que moi, j'ai jamais eu la vocation de devenir prêtre. J'avais dans ma jeunesse 3 vocations principales. Je voulais être mécanicien, je voulais être médecin, je voulais être enseignant. Donc voilà mes trois vocations lorsque j'étais jeune. Et c'est donc en grandissant que mon papa, qui était très, très religieux, qui était responsable de la communauté chrétienne de mon village, manifestait l'envie de voir un de ses enfants, de ses garçons, devenir prêtre. À l'image d'un fils des villages voisins, Monseigneur Fidèle Okwengu, premier prêtre de Bitam, papa voulait absolument qu'un de ses enfants devienne prêtre. Mais lorsqu'il le disait, il ciblait davantage mon aîné, celui que moi je suivais. D'accord. Parce qu'il avait à peu près le même caractère que l'abbé Fidèle Okwengu à l'époque. Et d'ailleurs, à la maison, chaque fois, tout le monde disait, ben voilà, il a le même caractère, il a les mêmes traits, il est comme l'abbé Fidèle. Ben, on pense que... Et d'ailleurs, il s'appelait Fidèle lui aussi, parce que là, il est décédé. Il s'appelait Fidèle aussi, et tout le monde pensait qu'il allait devenir prêtre. Et papa et l'ensemble du village me préparaient plutôt à rester au village pour garder les vestiges, traditionnels. Les vestiges traditionnels, parce que tout le monde, depuis mon enfance, mes papas m'ont toujours préparé à être un grand notable au village, celui qui gère les problèmes du village, celui qui transmet la tradition aux jeunes et à tout le monde. Voilà. Alors finalement, bon, papa est décédé, je dis tant mieux. De toute façon, mon grand frère avait déjà pris femme, il avait fait des enfants. Moi, j'étais encore sur le banc de l'école. Et
baptisé dès mon jeune âge, communié et confirmé à 11 ans. J'ai fait mes études jusqu'à arriver en seconde à Kouaben. C'est lorsque j'arrive en seconde à Kouaben que j'ai fait la connaissance d'un prêtre. Et là, c'est un autre de mes grands frères qui me le présente. Il s'agit là de Monseigneur Jean-Pierre Elelarze, qui était curé de Sainte-Marie à l'époque. Et moi, j'avais presque décroché. Mais Et puis, on m'a réinscrit à Kouaben. La sœur Asmuta m'a admis en seconde à Kouaben. Et là, je découvre Monseigneur Jean-Pierre Elelarze, curé de Sainte-Marie, vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, que me présente mon grand frère, et qui m'admire, et qui me convertit en réalité. Et qui me ramène à Sainte-Marie et qui fait de moi un servant de messe. Et j'ai tellement aimé le service d'autel que les gens ont commencé à me dire à Sainte-Marie, mais tiens, tu es tellement bien à l'hôtel que on pense que tu serais un bon prêtre. Ah, mais ça me gênait. Parce que je n'ai jamais eu envie d'aller au séminaire moi-même ou de devenir prêtre. J'avais envie de me marier, de faire des enfants, de faire de grandes études. Et puis, c'est là que ça arrive. Je suis en terminale, je finis mon baccalauréat, que je gagne brillamment. Et on est encore en pleine fête, en pleine célébration de mon diplôme. Monseigneur Jean-Pierre Elelarze m'invite à table un soir. Il me dit, écoute, pour ton baccalauréat, je t'invite à table ce soir et on aura de grands invités. Et quand j'arrive le soir à 20h, je trouve attablé avec Monseigneur Jean-Pierre Elelarze, Monseigneur Basile Mvengon, évêque d'Oyem, et l'abbé Casimir Rondomba, vicaire général du diocèse d'Oyem, deux adultes que je ne connaissais pas, mais je me retrouve à table avec eux. Et nous sommes à table, on est vers la fin du repas. Monseigneur Jean-Pierre me présente à Monseigneur Basile Mvé, évêque d'Oyem, en disant « Monseigneur, j'ai fait venir Jean-Bernard, mon fils, sur cette table parce qu'il est natif d'Oyem. Et il manifeste le désir d'entrer au séminaire. » Vous n'avez pas été surpris à ce moment? Je ne lui avais jamais rien dit, on n'en avait jamais parlé. Et Monseigneur Basile me fixe, il me dit « Mais tiens, tu as eu le bac cette année ?» Je dis « Oui, Monseigneur. » « Et tu viens entrer au séminaire ?» Je pouvais dire quoi? Oui. Je ne pouvais pas désavouer mon papa, parce que Jean-Pierre Elelarze était devenu pour moi mon papa. Et celui qui m'avait ressuscité, celui qui m'avait remis sur le chemin de l'école, celui qui m'avait enseigné des valeurs. J'ai dit oui, mais vraiment du bout des lèvres. Pensant que, voilà, je réponds comme ça aujourd'hui, c'est sûr que demain après-demain, on va oublier cette affaire. Et puis, Monseigneur Basile me dit, écoute, tu viens me voir demain matin au bureau. Et quand j'arrive le lendemain matin, il me tend de l'argent et dit, tu vas acheter un billet d'avion. Libreville, Oyem, et tu me rencontres à Oyem en fin de semaine. Mais ça commence à devenir sérieux. Très sérieux. J'ai reçu de l'argent d'un évêque. Je ne peux pas faire, je n'ai plus le choix. Il faut que j'aille à Oyem. Je dis, écoute, je vais aller à Oyem, mais de toute façon, je sais comment faire pour déjouer leur plan. Je suis revenu à Libreville. Je me suis inscrit en faculté de sciences économiques. Après avoir rencontré Monseigneur Basile à Oyem, je remonte quand même à Libreville. Et le lendemain, Monseigneur Jean-Pierre me dit, Monseigneur Basile t'a envoyé le billet d'avion pour que tu retournes à Oyem. J'ai donc abandonné les études à l'université Omar Bongo, où j'étais inscrit en sciences économiques, et je suis reparti à Oyem. Et cette fois-ci, il m'a dit, tu ne bouges plus. Tu passes ton stage et l'année prochaine, tu vas aller aux études. Et c'est là que tout a commencé. Et tout a commencé là. Mais je vous assure que j'ai fait 7 ans sur 7. D'ailleurs, Monseigneur Ibaba a été, l'actuel archevêque de Libreville, a été mon aîné. C'est lui qui m'a accueilli à Brazzaville en 92, lorsque j'entrais au séminaire avec Monseigneur Eusebius. Ils m'ont reçu à Brazzaville. Le père Eusebius, je le connais. Mon Dieu, mais comment je me retrouve là? J'ai dit, il y a 7 ans à parcourir, je suis sûr que je commettrai une gaffe et on va m'exclure et je pourrai aller faire ce que j'ai envie de faire. Mais finalement, j'ai passé 7 ans sur 7. Je n'ai jamais été recalé. Je n'ai jamais eu de stage disciplinaire.
Et au bout de la 7e année, je me suis surpris en train de devenir prêtre. Mais c'est justement la question que plein de personnes se posent. Quel est le parcours véritablement? Là, vous dites 7 ans sur 7. Quel est le parcours donc de ces 7 années? Elles sont composées de quoi exactement? Qu'est-ce que vous apprenez pour être prêtre? Alors là, pour être prêtre, il faut avoir, on peut dire, une formation panoramique. Parce que on passe le premier cycle de notre formation à étudier les sciences humaines. La philosophie, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, et tout ce qui va avec. Et durant cette première phase, dans ce premier cycle, on apprend les langues, beaucoup de langues. On apprend l'hébreu, on apprend le grec, on apprend le latin et toutes les langues sémitiques. Ben, il n'y a pas que cela. On a, durant ce parcours en premier cycle, nous apprenons tout ce qu'on rencontre comme religion, les religions traditionnelles, la religion chrétienne, l'islam, et je vous assure, c'est dur, hein. Voilà. C'est lorsque on a fini ce parcours et lorsqu'on on s'est admis au terme de ce premier cycle que on va faire un stage avant d'aller commencer la théologie à proprement parler. Ce premier cycle est très important parce qu'il ouvre l'esprit du candidat au sacerdoce. Et il lui donne une certaine connaissance panoramique, parce que même l'économie, on fait l'économie. Et voilà. Quand vous terminez, alors, donc, lorsqu'on a fini ce premier cycle, on fait un stage pratique en paroisse, et cette fois-ci pour décider d'entrer en cycle de théologie, et cette fois-ci pour la formation spécifique pour devenir prêtre. Et voilà donc, lorsque moi j'ai terminé mon premier cycle, j'ai passé mon stage à Boué. Et là, à Boué, oui, c'était difficile. Hein. Je me souviens encore que à l'époque, j'étais à Boué avec le plus vieux prêtre du diocèse, l'abbé, il était de Njolé, l'abbé Charles Aboromba. Il avait à l'époque déjà près de 80 ans d'âge. Et moi, j'étais tout jeune. Mais il m'a bien accueilli parce que c'est quelqu'un qui savait s'adapter à tous les âges. Il était très, très sympathique. Mais je pars de Brazzaville, j'arrive à Boué. Je trouve que les gens de Boué n'ont pas suffisamment de foi. Là, je vous raconte une anecdote. Et j'ai écrit à mon directeur spirituel à Brazzaville. Je lui ai dit, ça, je cherche toujours le prétexte de sortir. Hein, parce que jusqu'à là, je cherche des prétextes. Au père Bernard Lépiné, un Français, qui était vieux aussi de 86 ans, qui était mon accompagnateur spirituel. Je lui ai dit, mon père, je lui ai écrit. Je suis arrivé au Gabon et on m'a affecté dans une paroisse où les gens n'ont pas la foi. Je pense que je vais perdre ma vocation et je vais m'en aller. Comment vous saviez qu'il n'avait pas la foi? Bon, parce que la pratique religieuse n'était pas assidue. Il y avait à peine une vingtaine, une trentaine de personnes à la messe le dimanche. Bon, c'est vrai que c'était aussi dû au caractère de l'abbé Charles, qui était un homme très dur de caractère et que les gens n'appréciaient pas. Bon, voilà. Alors, je vous assure, c'était difficile pour moi. Difficile pour moi, vous partez de Brazzaville, où les églises sont pleines, et vous arrivez à Boué, où il y a quelques vieillards à la messe. Et puis, je lui ai écrit cela. Et le père m'a envoyé une réponse de 3 lignes, que je récite partout parce que j'ai encore la lettre en mémoire. Il me dit, Jean-Bernard, j'ai bien reçu ta lettre datant de... Quand il finit cette introduction, il me dit, qui es-tu, toi qui juges? Si la population de Boué n'a pas la foi, c'est que tu n'en as pas suffisamment toi-même pour la leur communiquer. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Courage. Wow. Si la population de Boué n'a pas la foi, c'est que tu n'en as pas suffisamment toi-même pour la leur communiquer. Très peu, mais tellement profond. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Courage. Ce qui fait que lorsque je deviens prêtre, je prends la dernière partie de cette lettre-là comme ma devise d'ordination. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et voilà. Alors donc, et ça m'a motivé à accepter d'aller démarrer les études de théologie. Et cette fois-ci, on venait d'ouvrir une des plus grandes et les plus prestigieuses universités d'Afrique aujourd'hui, l'Université catholique d'Afrique centrale.
Et nous sommes des premières promotions. Moi, je suis la deuxième ou la troisième promotion de cette grande université qui, aujourd'hui encore, est une référence académique au niveau de l'Afrique centrale et de l'Afrique noire même. Je vais donc entamer des études de théologie. Et là encore, je passe mes 3 années avec succès et j'ai été ordonné en 97. En 97, diacre et prêtre en 98. Le 30 mai 98, prêtre à Oyem. Une fois que vous êtes ordonné prêtre, vous commencez à servir où exactement? Je vous assure que c'est en devenant prêtre que je découvre que Dieu m'appelait à être prêtre. Parce que jeune prêtre à l'époque, si je vous montre les photos du jour de mon ordination, lorsque je les revois moi-même aujourd'hui, je me dis, mais j'étais encore tout bébé. Alors, premier poste d'affectation, l'évêque m'affecte encore à Mindic avec pour curé mon ancien directeur de stage de Boué, parce qu'on l'avait déplacé de Boué jusqu'à Mindic. Qui était un petit peu ferme. Oui, très ferme, un peu dur de caractère vis-à-vis des chrétiens, mais il était très bien avec moi, très courtois. Il me prenait pour son petit-fils, pour son élément. Alors, pendant que je me prépare à aller à Mindic, avec joie, hein, mais au passage, à l'Université catholique d'Afrique centrale, j'avais obtenu une bourse allemande d'un certain professeur allemand qui venait dispenser des cours au Cameroun et qui donnait des bourses aux 2 meilleurs de chaque faculté. Et moi, j'avais obtenu cette bourse-là, bourse France Fokker, pour aller continuer les études jusqu'en thèse en Allemagne. Mais bon, mon évêque à l'époque avait décidé que je n'avais pas besoin de repartir aux études, que j'étais complet et qu'il fallait me confier la charge pastorale. Alors, affecté à Mindic, ma première affectation, la paroisse Saint-Joseph de Mindic, je n'ai jamais rejoint mon poste jusqu'à aujourd'hui. Parce que... Non, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pendant que je me préparais avec joie à aller rejoindre l'abbé Charles à Mindic, c'est là que Monseigneur Basile me rappelle, évêque d'Oyem, il me dit, mais tiens, Jean-Bernard, non, tu ne vas plus à Mindic. Tu vas rester à Oyem pour assurer la formation des jeunes prêtres. Tout jeune à l'époque, Monseigneur me confie la direction du séminaire Saint-Kizito. À peine sorti de l'école, je deviens directeur, mon premier poste d'affectation, donc, que j'occupe, ce n'est plus Mindic, mais le séminaire Saint-Kizito d'Oyem. Et là, comme directeur de Saint-Kizito, j'enseignais le français et la philosophie au collège d'Angone, juste en face. Et c'est là que je me suis fait le maximum des relations que j'ai aujourd'hui, parce que j'ai enseigné à Angone des jeunes mais qui avaient à peu près mon âge aussi, hein, qui n'étaient pas très loin de... j'étais très jeune professeur. J'enseignais la philosophie, j'enseignais le français et j'ai participé à la formation de la plupart des prêtres du diocèse d'Oyem aujourd'hui et même de beaucoup de prêtres d'autres diocèses du Gabon, parce que les évêques du Gabon m'appréciaient beaucoup, et de Mouila à Franceville, jusqu'à Makokou, on m'envoyait des candidats pour que je les forme à Oyem en vue du sacerdoce. Ce qui fait que beaucoup de prêtres de Mouila m'ont pour premier directeur au séminaire et pour père. Certains de Franceville aussi m'ont pour directeur et pour père. Ce qui me donne, ce qui fait que lorsque je me trouve quelque part au Gabon aujourd'hui, partout où j'arrive dans l'église, je trouverai ou des enfants que j'ai formés au séminaire, ou des enfants que j'ai enseignés partout où j'ai été affecté. Bah, mon père, vous voyez, finalement, l'appel était bien là et le Seigneur vous a donné exactement ce que vous vouliez. Vous vouliez une famille, oui. Vous l'avez eu, l'église catholique, vous vouliez des enfants. Regardez, vous en avez plein. Et j'en ai plein aujourd'hui. Je vous assure que c'est là qu'on découvre que l'appel peut nous être adressé par personne interposée. Mm-hmm. Il peut nous être imposé, il peut nous sembler être imposé, mais Dieu passe par tous les moyens lorsqu'il veut nous mettre à son service. Et c'est ça que je découvre aujourd'hui, et je trouve la beauté du sacerdoce et la joie d'être prêtre. Exactement. Alors, Monseigneur, il y a une idée selon laquelle l'Église doit façonner l'homme. Qu'est-ce que cela vous inspire? Mais si l'Église ne façonne pas l'homme, je ne vois pas quelle autre instance le ferait. Parce que l'Église doit se soucier de faire de l'homme un homme qui craint Dieu
et qui aime son prochain et qui respecte la nature. 1. De 2, l'Église doit pousser l'homme à être un homme engagé au service de l'homme et au service du développement du monde. C'est cela que l'Église enseigne. Donc, sauver l'homme et tout l'homme et tout homme. Sauver l'homme, tout l'homme et tout homme. Donc, l'homme dans toute son intégralité et dans l'homme avec sa relation avec le dispositif écologique, donc l'environnement immédiat, qui est sexe semblable et aussi la nature. Donc, c'est à l'Église, mieux qu'à la famille et mieux qu'à l'école, que est dévolue cette tâche-là, celle de former l'homme. Tout à l'heure, on parlait, lorsqu'on était sur le plateau, on parlait des valeurs. Les meilleures valeurs, les valeurs morales, qui mieux que l'Église peut les enseigner à l'homme. Et voilà. Les valeurs de pardon, d'humilité, de service, d'abnégation, mais qui mieux que l'Église peut les enseigner à l'homme? Je ne vois pas. C'est à l'Église. Est-ce qu'on peut dire, Monseigneur, que c'est dans la lancée de cette pensée, de ces missions-là, que vous avez décidé d'être un prêtre engagé, et je mets ce mot, je le mets tout en majuscule et je le mets en gras, d'être un prêtre engagé politiquement parlant? Oui, je vous assure, j'ai eu la chance de côtoyer dans ma vie d'abord mon père, géniteur, M. Mvekoa Joseph, qui m'a appris depuis mon jeune âge à être au service de la société. Papa me prenait déjà à 5-6 ans. Il me sortait de la maison, de la grande famille. Il a fait 12 enfants avec ma mère. Il me sortait de chez lui pour aller me déposer chez son frère qui n'a pas fait d'enfant. Il me sortait encore de là. Le dimanche, quand on sort de la messe, il me tient par la main, il me laisse chez un de ses frères dans le village voisin pour m'apprendre à aimer tout le monde, à regarder tout le monde d'un même œil et à me sentir frère avec tout le monde. Et il m'a appris dans ma vie, mon père, que la meilleure richesse que je dois avoir dans ma vie, c'est celle de me faire une nouvelle relation tous les jours. Je ne dois pas dormir avant de m'être créé une nouvelle relation tout en conservant les anciennes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis plein de relations et c'est la plus grande richesse de ma vie, les hommes autour de moi. Ce qui me donne aussi le souci du bien commun et de la cité. Le souci du bien commun et de la cité. Je suis un prêtre engagé. J'ai eu la chance de connaître mon père. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de maîtres aussi. Beaucoup de maîtres. Dans mon parcours, j'ai quitté mon père et ma mère à 11 ans lorsque j'ai eu le concours d'entrée en 6e. Et j'ai dû me laisser élever, instruire par beaucoup d'autres pères et par beaucoup d'autres mères. Et lorsque je suis devenu un peu adulte, j'ai rencontré le petit frère de mon père à 12 ans. Monsieur Simon Oyonaba, le petit frère de mon père, qui m'a initié à la chose politique. C'est un nom qui nous parle. Et voilà. À 12 ans déjà, lorsque le Morena est né et qu'il fallait lancer les tracts, les tracts qui ont sonné l'ère de la démocratie au Gabon, dans les années 80, en 80-81, c'est nous, à 12 ans, qu'on envoyait très jeunes, de façon discrète, jeter les tracts à la gare routière et partout. J'ai commencé mes activités politiques, j'avais 12 ans. Initié par le défunt Oyonaba. Et après ça, ils sont allés en prison. Lui, l'abbé Noël Ngwa, qui est en réalité mon premier maître, parce que ils sont allés en prison avec mon grand frère, même père, même mère, monsieur Samuel Ngombe, qui est mort lui aussi, avec un autre petit frère de papa, monsieur Tom Paul Calvin. Donc toute ma famille a été emprisonnée pour avoir revendiqué plus de démocratie au Gabon. Et là, ça m'a révolté parce que nous sommes restés comme des brebis sans berger. Et dans la grande famille où on était à Sotega, on était malheureux. Mais ce malheur
plutôt que de me laisser dans une espèce de résignation, m'a motivé à dire je ne ferai que de la politique pour que l'ordre des choses change. Et voilà. Et cette idée ne vous a pas quitté même quand vous avez été prêtre? Jusqu'à aujourd'hui, cette idée ne m'a pas quitté parce que il faut une société plus juste, plus fraternelle et équitable, où tous sont égaux devant la loi, où tous ont accès à la même éducation, où tous ont accès au partage des ressources au même niveau, chacun en fonction de ce qu'il apporte pour le développement de la société. Mais voilà, donc je suis un prêtre engagé et lorsque je suis devenu alors prêtre, Papa Simon Yonaba décède. Et puis plus tard, l'abbé Noël décède. Les autres, mon grand frère est décédé. L'autre petit frère de papa qui était en prison est décédé. Je me trouve un nouveau maître. Le nouveau maître, c'est un de mes grands frères aussi, monsieur André Mbobam. Du vivant d'Omar Bongo Ndimba, je n'étais pas nommé officiellement parce que l'Église n'allait jamais l'accepter. Mais j'avais des fonctions officieuses. J'étais conseiller stratégique du ministre de l'Intérieur, le ministre André Mbobam. Et à l'époque, je le fréquentais. Il avait un ami très intime, M. Ali Bongo Ndimba. Et c'était mes deux grands frères. Et chaque fois qu'il y avait un problème à régler, une grève ici, ou un problème avec l'Église là, ou même un problème politique, le défunt président Omar Bongo Ndimba les chargeait de me consulter pour que je donne mon point de vue. Et très souvent, lorsque j'avais donné un point de vue, il tombait à pic et la solution était trouvée au problème. Ce qui fait que Ali, je l'ai toujours appelé mon frère, c'est ainsi que mon grand frère André me l'appelait, ce qui fait que lui et moi, on est frères jusqu'aujourd'hui, on est frères, même si nos points de vue, nos engagements politiques sont divergents, mais on est frères. André ne l'a jamais appelé autrement que mon frère et moi non plus, jusqu'à maintenant. Alors, à la mort d'André, à la mort du président Omar Bongo Ndimba, mon chemin, donc notre chemin avec Ali, on s'est séparés de chemin. Et moi, j'ai choisi d'aller avec André Mbobam en 2009 parce que c'est lui qui m'avait présenté Ali, il ne pouvait pas en être autrement. Et je savais qu'entre les deux, il y avait un qui avait plus d'aptitude à gérer la chose publique et à pouvoir conduire le Gabon. C'est en toute objectivité que j'ai choisi de soutenir non pas Ali, mais André, parce que je savais que c'est lui qui était le mieux à même à gérer les affaires de l'État et à gérer le pays. Et quand ils se sont présentés les deux aux élections, moi j'étais directeur de campagne d'André Mbobam. Tout étant prêtre. Ça a causé, c'est ça que ça a causé. D'abord des sanctions disciplinaires de la part de ma hiérarchie ecclésiale, mais aussi l'inimitié, et j'allais même dire des attaques de nos frères séparés qui étaient en face. Et lorsque de surcroît, André tombe malade et qu'il meurt, j'ai dû faire route tout seul parce que je n'avais plus personne pour me conduire, je n'avais plus personne avec qui cheminer et j'avais en face des gens tout remplis de rage pour aller peut-être jusqu'à l'élimination physique. Je pense que je n'ai eu la vie sauve que parce que Ali a compris lui aussi que je n'étais que son petit frère et que malgré mes points de vue qui n'allaient pas avec les siens, je prenais quand même le temps de lui écrire de temps en temps pour lui dire « Ah, ça, ce n'est pas ce que vous avez dit ton frère et toi. Ah, mais ça, là où tu es en train d'aller, je pense que tu amènes et toi-même et la barque du Gabon vers le naufrage. » J'écrivais. Et ceux qui me connaissent savent que j'ai envoyé par des voies normales beaucoup de correspondances à Ali pour l'amener à reprendre conscience et à reprendre le cap pour la direction du Gabon. Et lorsque je voyais que j'avais envoyé 2, 3, 4 lettres sans réaction, je publiais Avez-vous déjà reçu des réponses de tous ces courriers que vous aviez envoyés? Je n'ai jamais reçu de réponse de mes courriers envoyés ou à Ali, ou à Mme Marie-Madeleine Mbolanto, ou au Premier ministre Nkorbe Kala, ou à ceux qui avaient la direction du pays jusqu'en 2023. Mais j'écrivais régulièrement pour donner mes points de vue qui étaient tranchés.
Monseigneur, certains disent que la politique, ce n'est pas un domaine pour les saints. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer la présence d'un saint homme en politique? Je ne suis pas prétentieux, je ne sais pas. Je voudrais bien être saint, mais il arrive que le péché m'attire aussi, hein, et que je tombe souvent. Voilà. Mais le prêtre, c'est quand même quelqu'un qui doit avoir le souci de la sainteté, le désir de la sainteté. Bon. Alors, ce qui arrive et qui me pousse à faire de la politique, c'est non seulement tous ces maîtres que j'ai eus, mais aussi les injustices que je constate sur le plan social. Et vous êtes au mais en même temps, aujourd'hui, mieux qu'hier, parce que je suis philosophe. Et lorsque il arrive que les gens me disent il est interdit auprès de faire de la politique, je leur dis c'est parce que ces gens-là ne savent pas, ils ne connaissent pas la définition de la politique. Et je me souviens qu'il y a quelques mois, j'étais à Urban FM, je vous avais dit que la politique, ce terme employé par des Grecs au 5e siècle avant notre ère, signifie l'art de se soucier des affaires de la cité. L'art de se soucier des affaires de la cité. La politique signifie donc aimer la cité et avoir envie de la changer, de la remodeler pour que dans la cité, les citoyens soient frères, qu'il y ait une certaine convivialité. Et lorsque le prêtre s'est interdit de faire de la politique, il devient un extraterrestre et il ne mérite pas de vivre sur la terre. Parce que le prêtre vit en société, s'il ne se laisse pas intéresser par les problèmes de la société, ça veut dire qu'il est une espèce d'hybride qui ne mérite pas de vivre en société. Il y a ça. Mais il y a aussi des dispositions de ce qu'on appelle les constitutions de l'Église. Par exemple, dans la constitution dogmatique Gaudium et Spes de Vatican II, dans le préambule, il est dit ceci: rien de ce qui est humain ne doit échapper à l'Église. Les peines, les joies, les soucis, les préoccupations des hommes de notre temps doivent être les peines, les joies, les soucis et les préoccupations de l'Église. Et ça, beaucoup de prêtres ne le lisent pas et ne l'appliquent pas. L'Église nous donne, là, à partir de Gaudium et Spes, l'opportunité de pratiquer de la politique en tant que soucieux du mieux-être et du bien-être de nos concitoyens. Alors, le président de la transition a remis une carte du Gabon à Monseigneur Ibaba dans un geste symbolique. Comment voyez-vous ce geste et comment vous pouvez nous le définir? Comment vous pouvez l'interpréter? Nous avons tous vu une photo et j'ai bien peur que peut-être nous n'ayons pas tous saisi la portée de ce geste. Alors, il y a beaucoup de symboliques que ceux qu'on peut appeler profanes ne peuvent pas arriver à disséquer, à comprendre. Il y a beaucoup de symboliques. La première symbolique, c'est une carte du Gabon. Et sur la carte, il y a bien le Gabon avec les divisions administratives, mais il n'y a pas que les divisions administratives, il y a sur cette carte le Gabon dans sa diversité culturelle. Vous avez vu les armoiries de chaque province et quelques images qui disent la pluralité culturelle de notre pays. C'est cette pluralité culturelle qui a été exprimée lors de notre séance d'ouverture de ce dialogue national inclusif et tout le monde a apprécié, et moi en premier, parce qu'il y avait une diversité culturelle, on avait des artistes des plus récents, des plus vieux aux plus récents. Mais voilà, on avait des artistes de tout type d'art. De musique. Mais voilà, tout type de musique, mais aussi de tout type d'expression. Parce qu'il n'y avait pas que la musique, il y avait aussi les couleurs, il y avait les danses, Mais voilà, donc cette diversité culturelle qu'il nous faut aujourd'hui rassembler et mettre au service du bien commun, du patrimoine commun. Donc, dans le geste du président, il y a donc l'envie de rassembler cette diversité ethnique, diversité culturelle et la mettre au service du Gabon commun, de notre Gabon commun, rassemblé.
Dans le geste du président, il faut regarder que c'est une colombe qui porte le Gabon. La colombe, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a prouvé à travers ce geste où il a voulu exhumer le testament mythique d'Omar Bongo Ondimba, que les Gabonais sont prêts à réciter, mais sans l'analyser en profondeur. Parce que ce testament de Bongo, du défunt Bongo Ondimba, on pourrait écrire des sommes théologiques et des tonnes de livres là-dessus. Le président Bongo Ondimba a dit « Dieu ne nous a pas donné de faire du Gabon ce qu'on est en train de faire. Il nous observe. Il nous voit. Et le jour qu'il voudra nous sanctionner, il va nous sanctionner. » Et puis il conclut en disant « Je laisse le Gabon entre les mains de Dieu. » Dans ce testament d'Omar Bongo Ondimba, il y a ce que j'ai appelé l'autre jour avec mes conseillers en communication, un peu d'exémologèse. Ça veut dire la confession publique. Bongo confesse quoi? Il confesse qu'il a vendu le Gabon au diable. Et qu'il n'y a que l'Église, les confessions religieuses, pas l'Église, il n'y a que les hommes de Dieu, les confessions religieuses, pour aller repêcher le Gabon des mains de Satan et le remettre entre les mains de Dieu. Autrement dit, il n'y a que les hommes religieux pour amener le Gabon à ressusciter, à sortir de la mort et pour revivre. Tant que ce n'est pas fait, le Gabon ne peut pas ressusciter. Et je laisse le Gabon entre les mains des hommes de Dieu, entre les mains de Dieu. Et les mains de Dieu, ce sont nos mains qui matérialisent les mains de Dieu. Et le président Oligui, portant la carte du Gabon, elle-même portée par une colombe, remet tout cet arsenal, toute cette symbolique entre les mains de Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville. Ce n'est pas à lui seul qu'il a remis ça. L'archevêque n'est qu'un capitaine d'une grande équipe composée de catholiques, de protestants, des églises de réveil, des bouddhistes, des imams et de tout ce qu'on peut appeler hommes de Dieu. Donc, c'est à vous. Nous avons fait notre part parce que les militaires, nous avons des armes. Nous sommes allés en guerre contre Satan pour délivrer le Gabon. Et maintenant, à vous de faire le vôtre pour une délivrance totale de notre pays, pour le tirer des mains de Satan et le remettre entre les mains de Dieu. Et l'Église le fait, pas seulement par notre participation intellectuelle à ce dialogue, mais aussi en portant ce dialogue en prière, depuis son ouverture jusqu'à ce que nous l'ayons clos dans les tout prochains jours. Alors, c'est pas tout. Il y a une autre symbolique. C'est que le Gabon est dessiné sur une maquette de verre. Et là, cette symbolique, c'est pas donné à tout le monde de comprendre ce que ça signifie. Le verre, c'est la transparence. Le verre, c'est la vérité. Le verre, c'est ce que le président Omar Bongo avait dit en son temps lui aussi, à savoir que le Gabon était un pays de verre. Tout ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Alors de l'intérieur, on le voit, de l'extérieur, on le voit. Et entre nous, on doit être transparent parce que rien ne se cache. Le président de la transition a voulu que notre dialogue inclusif se fasse dans un climat de transparence et de vérité et sans tabou. C'est pourquoi le Gabon est dessiné sur une plaque de verre pour que les Gabonais, sans tabou, sans réserve et sans rien cacher, sans fourberie, sans hypocrisie, que nous construisions ensemble le pays que nous voulons sur des pas de vierge. Le vert signifie aussi que tout est transparent, mais tout est vierge aussi. Tout est vierge aussi. C'est à nous de dessiner le Gabon, c'est à nous, les commissaires, et à nous, les Gabonais qui ont contribué, de dessiner sur un verre, sur un verre vierge, la nouvelle histoire de notre pays, le Gabon. C'est tout plein de symboliques, mais je pense que je passe là la main à tous ceux qui ont la plume facile, et qui pourraient d'ailleurs rencontrer des initiés comme nous, pour qu'on leur dise toute la symbolique qu'il y a dessus, pour qu'on commence à écrire sur ce geste mythique et symbolique de ce Gabon remis entre les mains des hommes de Dieu
le jour de l'ouverture de notre dialogue national inclusif. Alors, je profite de cette perche, vous en avez parlé brièvement. Dialogue national inclusif, vous en êtes le porte-parole. Quel regard portez-vous sur cet événement? Alors, un regard d'espérance. Un regard d'espérance. En tant que philosophe, je parlerai d'un dialogue de refondation, d'un mythe, parce que la plupart des grandes civilisations sont nées à partir d'un mythe et d'un rêve. Et voilà. Donc, je voudrais que notre dialogue, je souhaite que notre dialogue, et c'est le souhait de tous les Gabonais, soit un mythe de refondation, de création, un nouveau départ. Et en homme d'église, je parlerai de résurrection. Ce n'est pas pour rien que ce dialogue se tient en temps de Pâques, parce que le dialogue a débuté le jour de Pâques même. Et Pâques signifie la résurrection. Nous voudrions que le dialogue, ce nouveau dialogue, le dialogue national inclusif convoqué par le CTRI, soit le dialogue qui ressuscite le Gabon. Et qui dit ressusciter le Gabon, ça signifie aussi ressusciter les Gabonais. Parce que nous avons besoin de ressusciter, nous sommes des morts. Les Gabonais sont des morts vivants. Et pour ressusciter, j'ai posé la question à mes paroissiens, j'ai dit, mais vous avez entendu le récit des femmes qui sont allées au tombeau de Jésus. Quand elles sont arrivées, est-ce qu'elles ont trouvé le tombeau vide? Les chrétiens m'ont répondu, oui, le tombeau était vide. J'ai dit, non, le tombeau était ouvert, mais il n'était pas vide. Parce que dans le tombeau du Christ, on a trouvé quand même quelques effets. Le linge qui recouvrait la tête et le linge qui recouvrait le corps. Chacun d'eux ligoté, amarré et laissé là, dans le tombeau. C'est ce que les femmes ont découvert et c'est ce que Pierre et Jean, en arrivant au tombeau, ont découvert. Ça aussi, c'est une belle image pour montrer que si nous voulons que le Gabon ressuscite, nous avons tous à quitter certaines choses, à ligoter, à laisser dans la tombe d'Angondje pour qu'en sortant d'ici, nous ressuscitions. Et là, chacun de nous doit dire, Seigneur, à partir du 1er mai, le Gabon doit être un pays ressuscité. Mais pour entrer dans cette barque de ressuscité, pour que moi aussi je ressuscite avec le Gabon, qu'est-ce que je dois quitter? Ligoter, amarrer et laisser dans la tombe de l'ancien Gabon. Les pédégistes ont des choses à quitter, à ligoter, à amarrer. Les anciens opposants ont des choses à ligoter, à amarrer, à laisser là. Les hommes d'église, les hommes de foi, nous-mêmes aussi, on a des choses à ligoter parce que là, pendant les ateliers, les hommes d'église aussi ont fait l'objet de beaucoup de critiques parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes des mauvais bergers et même des loups dans la bergerie. Même les hommes de Dieu, nous avons des choses à ligoter, à amarrer, à laisser là, dans la tombe de l'ancien Gabon pour ressusciter et entrer dans le Gabon nouveau avec des hommes de Dieu nouveaux, des nouveaux comportements qui plaisent à Dieu et qui rassurent nos fidèles. Les travailleurs du Gabon, des fainéants, pour avoir droit à un service public au Gabon, il faut donner le coca. Mais il faut donner le coca. Même les militaires, j'ai dit à un militaire hier pour ouvrir la barrière, Monseigneur, c'est vous le porte-parole on dit dialogue, ok d'accord, vous l'avez, il n'y a pas de souci, on vous laisse passer, mais Monseigneur, il y a le moustique. Oui, le mosquito, c'est le nouveau, ouais, voilà. C'est le nouveau coca. Bon. Alors, donc, on est paresseux, on ne produit rien, on ne travaille pas, mais on veut être riche. Alors, tous ces travailleurs gabonais, il y a des choses à ligoter, la paresse à ligoter, attacher, à laisser dans la tombe pour ressusciter et ressusciter le Gabon. Mais voilà. Donc, chacun de nous, les élèves, les enseignants, les taximans, les commerçants. C'est bien que vous ayez parlé de ça, Monseigneur, parce que nous en avons parlé tout à l'heure durant l'émission de débrief sur l'actualité du dialogue national. Je me permets encore de ramener cette question sur le tapis parce que c'est une question centrale. Des institutions fortes, un Gabon fort, un Gabon nouveau, c'est avec des hommes et des femmes plein de valeurs. Nous avons véritablement une crise des valeurs dans notre pays.
quelle est la stratégie de l'Église? Je dirais mieux, quelle est la stratégie des hommes de Dieu à qui le président de la transition a confié le Gabon pour venir à bout de ce problème? La stratégie de l'Église, c'est donc en fait, l'Église, elle est bimillénaire. Hein. L'Église a les mêmes stratégies, mais je pense qu'il faut doubler d'intensité sur les prédications. Hein. Il faut amener le Gabonais à changer de mentalité, ce qu'on appelle la conversion. Il faut que l'Église, après les assises d'Angondjé, prêche abondamment sur la conversion. Il faut que l'homme gabonais se convertisse. Se convertir signifie quitter ce qui est mal et embrasser ce qui est nouveau. Nos frères des églises de réveil appellent ça naître de nouveau. Il faut que chaque Gabonais se sente invité à naître de nouveau. Et l'Église doit pousser l'ensemble de ses enfants, et même ceux qui ne sont pas ses enfants, à naître de nouveau. Alors, nous avons dans l'Église aujourd'hui des associations de métiers. On a des médecins chrétiens, on a des enseignants chrétiens, on a des architectes chrétiens, on a des magistrats chrétiens. Il faut demander à ces hommes d'aller dans la société, après le dialogue d'Angondjé, d'aller dans la société comme celle de la terre, comme celle du Gabon et lumière des hommes. Parce que si les magistrats chrétiens se disent, bon, nous sommes sortis d'Angondjé et nous avons pris avec l'Église de nouveaux engagements pour un Gabon ressuscité, à partir de maintenant, nous quittons une justice corrompue, nous allons essayer de pratiquer une justice juste. Ils vont entraîner l'ensemble de leurs confrères à abandonner les vices et à pratiquer la vertu. Il faut que l'Église mobilise l'ensemble de ses enfants, chacun dans la catégorie professionnelle qui est la sienne, les médecins, les ingénieurs, les architectes, les policiers, les gendarmes, les enseignants, à manifester leur foi où qu'ils se trouvent pour montrer que le changement que nous rêvons commence par des hommes de foi. Exactement. Monseigneur, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Une dernière question pour clore ce podcast. Qu'attendez-vous, vous, personnellement, des conclusions de ce dialogue? J'attends des conclusions de ce dialogue qu'elles ne soient pas des conclusions de trop. Parce que tout à l'heure, une dame assise là où vous êtes m'a dit qu'il y a quelques années, elle travaille au ministère de la Culture. Les Rwandais sont venus au Gabon pour s'inspirer des textes qui existent dans l'administration gabonaise, notamment en termes de tourisme, en termes de culture. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé que le Gabon avait les meilleurs textes en la matière. Ils ont pris les textes du Gabon, qu'ils ont emportés et qu'ils ont mis en application. Et voilà que le Rwanda s'est développé en matière de tourisme mieux que le Gabon. Ce Gabon dont il s'est inspiré. Nous avons les textes, mais il n'y a pas l'application. Nous allons demander pour leur crédibilité au CTRI et pour leur foi, parce qu'ils sont abondamment croyants, les membres du CTRI, nous allons leur demander de garder cette espérance vive. Parce que le Gabonais croit au CTRI depuis le coup de libération du 30 août, de ne pas décevoir les espoirs des Gabonais, de tout faire pour que ce qu'ils ont promis, à savoir de mettre en acte, en musique, toutes les recommandations d'Angondjé, que cela soit respecté. Et nous allons les bénir, nous allons les encourager, nous allons les encadrer par nos prières pour qu'aucune force extérieure ne vienne les intimider ou qu'aucune force extérieure ne vienne tuer ce rêve qu'ils font d'un Gabon nouveau. Nous souhaitons, moi, en tant qu'individu et Gabonais, je souhaite que ce dialogue auquel j'ai participé porte de beaux et de bons fruits pour l'ensemble des Gabonais. Merci beaucoup, Monseigneur Jean-Bernard Assekouvé. Chers auditeurs, vous avez écouté ce podcast, c'est l'épisode de cette semaine où nous étions avec le porte-parole du dialogue national inclusif. Moi, je retiens quelque chose.
Nous souhaitons tous voir ce Gabon nouveau, mais pour que ce Gabon nouveau puisse se matérialiser, nous devons d'abord nous-mêmes naître de nouveau. Voilà. Il y a énormément de choses que nous devons laisser derrière. Il y a aussi énormément de choses que nous devons apprendre à pratiquer. Le pardon, l'écoute active, et puis le travail, l'ardeur et ainsi de suite. Plein de valeurs à réintégrer. Désormais, ce n'est que comme ça que nous mettrons au monde et que nous allons matérialiser ce Gabon nouveau. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Cette fois-ci, je vais remercier Fallon qui m'accompagnait pour toute la partie audio. Ivanov n'étant pas avec moi aujourd'hui. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast que vous retrouverez sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast et vous pourrez en consommer sans limitation. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Au revoir, Monseigneur.